Je pense sincèrement qu'il ne s'est pas donné la mort et qu'il se cache quelque part. Il y a deux options. Il y a l'option, je dirais, Australie très loin. Xavier aurait refait sa vie avec une famille, voilà. Et il y a la deuxième option, qui n'est pas inintéressante, parce que ça ferait partie de Xavier le joueur d'échecs. Alors qu'on croit que Xavier est au bout du monde, pas du tout. Il est caché à 30 km de Versailles, dans une propriété près de la forêt. L'assassinat à Nantes d'une mère et de ses 4 enfants âgés de 13 à 20 ans a été prémédité. Le père, lui, n'a jamais été retrouvé. Il reste toujours le suspect numéro 1. Personnellement, je pense qu'il est vivant. Mon intime conviction, c'est qu'il n'est plus de ce monde. C'est un joueur d'échecs. Tout est pesé, tout est pensé. En général, une enquête, on part de là, on arrive quelque part. Là, cette enquête, elle est partie dans tous les sens. Elle est arrivée nulle part. On va jusqu'au bout se demander quelle est la vérité. Je m'appelle Bruno de Stabenrath. En 77, j'ai rencontré Xavier de Ligonnès en terminale et on est devenus les meilleurs amis du monde. C'était pas un truand, c'était pas un salopard. Donc j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé. Et à travers les témoignages, à travers ce qu'on m'a dit de lui, de savoir à quel moment il dérapait et comment se mettait en place la vie d'un homme qui avait des rêves, qui se change en l'assassin de sa propre famille, quoi. L'homme le plus recherché de France serait-il passé par Sospel jeudi dernier? L'information a été révélée par le quotidien Corse Matin. Un récent témoignage évoque un passage par Bastia. Le principal suspect donc reste introuvable. Certains affirment avoir aperçu Xavier Dupont de Ligonnès il y a quelques semaines en Italie, mais les policiers n'ont à ce jour aucune certitude. Il y a une histoire troublante d'un automobiliste à Lançon de Provence qui prend en charge à 2 h du matin à la station Total, donc sur l'autoroute, un autostoppeur. L'automobiliste, lui, ne prête pas attention à lui, mais son passager lui dit « Mais tu l'as pas reconnu, ce type-là c'est le gars qui est recherché par toutes les polices de France, enfin bref. » Ils vont en parler à la police, qui prend l'enquête à ce niveau-là. Et à la station, ils vont questionner la préposée qui était de service cette nuit-là, et ils vont regarder les vidéos. Effectivement, c'est troublant, vous avez un type avec des sacs de routard. Il demande à la fille qui se trouvait à la caisse si elle le reconnaît. Elle dit oui, il est venu me demander un café. Et elle le reconnaît sur la photo. Et elle donne le détail très troublant qu'il lui manque une dent sur le côté droit, une molaire, et quand il a souri, elle a vu qu'il y avait un trou à la dentition. Cet élément n'a jamais été apporté ni par les médias ni par quiconque. C'est troublant. Alors ces faits se situent le 26 avril, c'est-à-dire 10 jours après le début de sa cavale, on va dire, sa sortie de l'hôtel Formule 1. D'après l'automobiliste, il sentait mauvais, donc ça pourrait correspondre à quelqu'un qui est resté vivre dans les bois. Et ce type demande à être déposé à la gare d'Aix-en-Provence. D'après les caméras de surveillance, il achète un ticket pour aller nulle part, un ticket de 1,20 €. Sans destination.
Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? On va rester avec un point d'interrogation. Moi, au départ de mon enquête, je me dis c'est 50-50, suicide ou cavale. Les proches que je rencontre, sœurs, mères, amis proches de 35 ans, ils me disent tous lui se suicider. Jamais. Je me suis dit, si tous les proches disent la même chose, c'est quand même... Enfin, ils le connaissent, ce sont ceux qui le connaissent le mieux. J'étais restaurateur, en fait. Je tenais le bar-restaurant Le Ralliement, qui était à l'angle de la rue Boulevard Schumann et des Américains. Monsieur de Ligonnès passait souvent le samedi matin boire un café. On sentait que c'était un type qui aimait bien la vie, quoi. Il était agréable. Mais par contre, il changeait souvent de look. C'est quelque chose que j'ai découvert aussi avec ses proches. Xavier Dupont de Ligonnès, il se rase la tête, il se laisse pousser la barbe. C'est plus lui, c'est un autre. Donc chaque année, ses connaissances sont un peu scotchées et disent mais c'est dingue. Il s'est poussé les cheveux, même assez longs des fois, et puis le lendemain il revenait bouffe, il était rasé, la barbe. Non, ça c'était son truc, ça. Il avait du bagou, il avait la capacité de se cacher, de passer partout, de l'homme caméléon. Il a un pouvoir de conviction, il lui fallait pas tellement longtemps pour remonter quelque chose, remonter sa vie. Il y a eu, dans la première semaine qui a suivi les disparitions, un tas de procédés que Xavier Dupont de Ligonnès a utilisés pour gagner du temps et pour brouiller les pistes. C'est-à-dire qu'il donne ses mots d'explication, ses mots d'absence, etc. pour tous les membres de la famille. Donc, personne ne s'inquiète. Dans un premier temps, il gagne déjà une semaine là-dessus. Xavier va appeler les écoles, Agnès, son épouse, est pion dans un collège catholique, la Perverie, et tout d'un coup, tous les messages arrivent en disant que la famille a émigré en Australie. On suppose que c'est Xavier qui, dans sa cave, a mis sur une table les 5 portables et répond aux copains d'Agnès, à la petite amie d'Arthur, à Thomas. Je suis malade, ne comptez pas sur moi. Ce qui est terrible, c'est que tout d'un coup, il devient l'interlocuteur de sa famille déjà qui est assassinée, quoi. Il répond à leur place. Il utilise un langage de SMS qui n'est pas du tout ceux des enfants, quoi, ni d'Agnès. Pas d'inquiétude, à la masse. Père dans la région parisienne. Putain, plus de batterie. Je dors tout le temps. Malade comme un chien, je me recouche. Il a oublié son portable. Mon père doit aller chercher mon chargeur. Donc en fait, ce temps, il l'a gagné, il a construit ce temps. Donc du coup, à quoi servait toute cette organisation? À quoi servait tout ce temps gagné, ce brouillage de pistes, si ce n'est pour échapper et partir en cavale? Les investigations techniques ont permis de localiser, de géolocaliser le téléphone portable de Xavier Dupont de Ligonnès, en tout cas celui qu'il utilisait. Ce qui est étrange, c'est qu'il borne à des endroits où il n'a rien à faire dans la nuit. À quelques reprises, il borne dans une banlieue voisine, assez tard dans la nuit, et d'ailleurs il reste toute la nuit là-bas. Et là, ça a toujours été très flou, les enquêteurs n'ont jamais su ce qu'il avait fait là-bas. Cette cité de Port-Boyer est connue sur Nantes pour être une cité de quartier difficile, avec une petite mafia locale. Mais c'est aussi un endroit discret, où la nuit, on peut penser qu'on va pouvoir dissimuler des choses relativement facilement. Il y a beaucoup d'hypothèses, notamment celle qui dit qu'il aurait essayé de se procurer des faux papiers.
Cet homme doit s'enfuir avec une nouvelle identité. Et s'il doit s'enfuir avec une nouvelle identité, il doit nécessairement posséder des papiers qui lui permettent d'usurper une identité. Donc ça n'a pas été vérifié, on ne sait pas. Est-ce qu'il n'y a pas un faussaire dans cette cité? Nul ne le sait. Ce qui a été évident, c'est que Xavier, à ce moment-là, il veut supprimer son ancienne vie. Il veut l'oublier. Il veut faire ce que j'appelle un reset. Et recommencer une nouvelle vie. Tout ce qui pourrait éveiller les soupçons, tout ce qui pourrait conduire à une éventuelle enquête, des interpellations, des interrogations, des documents qu'on retrouverait, etc., tout ça doit être balayé. C'est une amie d'Agnès qui me dit que 3-4 semaines avant les crimes, elle passe donc Boulevard Schumann, voir Agnès, et Xavier est dans le jardin, et avec Arthur et Thomas, ils sont en train de cramer plein de papiers, de banques, de machins, ils font un grand feu. Donc on ne retrouve plus rien, voilà, donc tout disparaît autour de lui. Je veux savoir aussi que son téléphone est borné pas loin d'un espèce de lac qui est dans Nantes. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il s'est débarrassé de matériel qu'il ne peut pas transporter, disons, au vu et au su de témoins éventuels. C'est la voisine, Gaëlle, qui a vu Xavier de Ligonnès charger la voiture avec des gros sacs. Alors, elle ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans, évidemment, mais il y en avait pas mal, apparemment. Ce qui explique que les enquêteurs n'ont rien trouvé, ni les ordinateurs, donc il a tout débarrassé. C'est sûr que si vous jetez du matériel informatique dans une rivière, dans la vase, il faut déjà le retrouver. Une unité centrale qui est récupérée par quelqu'un, il y a un disque dur à l'intérieur, ça peut amener des révélations. Est-ce qu'il a jeté ordinateur et téléphone portable dans le lac? Nul ne le sait puisque personne n'a été vérifié. C'est la question de l'enquête. Est-ce qu'il a été aidé? Est-ce qu'il a eu des complices? Le 6 avril, Xavier a ce dernier échange téléphonique avec Michel Rétif. Michel, c'était un peu le compagnon d'aventure de Xavier. Quand Michel Rétif réussit à joindre Xavier Dupont de Ligonnès le 6 au soir, il réussit à le joindre, à le contacter, alors que le téléphone est éteint la majeure partie du temps. Vous êtes le seul correspondant de Xavier Dupont de Ligonnès ce 6 avril 2011. Que pouvez-vous nous dire sur cette coïncidence? Je ne vois pas. J'ignore pourquoi j'ai été le seul correspondant de Xavier ce jour-là. Quel a été le sujet évoqué? Je ne me souviens plus. Monsieur Rétif, essayez-vous de cacher quelque chose sur Xavier? Non, je ne cache rien. Je ne me souviens plus de ces 25 minutes. Quand on fait la comparaison du bornage téléphonique de Michel Rétif, un des amis les plus proches de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est effectivement troublant. Xavier descend dans le sud et il se trouve que cet ami Michel se trouve également dans le sud. Ils sont à très peu de distance l'un de l'autre. Pouvez-vous nous donner des explications sur cette coïncidence? J'étais dans la région pour un déplacement professionnel. Le 13 avril, j'ai dîné et passé la nuit au Mercure de Fréjus. Nos constatations techniques sur votre facturation détaillée font apparaître que vous n'avez pas passé la soirée du 13 avril 2011 à l'hôtel Mercure de Fréjus, comme vous venez de le déclarer, mais vous vous êtes rendu à Grimaud et à Saint-Tropez. Vous n'avez regagné l'hôtel qu'aux environs de 22h55. Expliquez-vous sur cette nouvelle contradiction. Je ne vois pas. Je ne me souviens pas. Monsieur Rétif, vous nous mentez. Expliquez-vous sur ces faits. Xavier aurait pu avoir un complice sur place à qui il n'aurait pas, évidemment, dit ce qu'il avait fait. Il arrive, il dit « tu m'emmènes quelque part », etc. Mais il faut imaginer cette personne qui ensuite apprend que ce qui s'est passé, 5 meurtres, et qui ne dit rien.
Michel, il était atteint d'un cancer et il s'est suicidé. Il a fait d'ailleurs une dernière soirée où il a invité ses bons amis. Puis 3-4 jours après, il s'est mis dans une baignoire et il s'est ouvert les veines. Moi, je ne sais pas si il aurait pu partir en cachant ça, quoi, en quelque sorte. Qu'il avait aidé quelqu'un qui avait tué sa femme, ses 4 enfants. C'est lourd, quoi. Hein. Un certain nombre de pistes ont été explorées afin de savoir où il avait pu partir. L'une des pistes, en lien naturellement avec son appétence pour la religion et les questions tournant autour de la religion catholique, ça a été de se dire les seuls qui sont capables d'accueillir un homme à qui l'on reproche de tels crimes, c'est ceux qui se rassemblent autour de la foi chrétienne, qui ne jugent pas, qui n'approuvent pas, hein, mais qui ne jugent pas. Personne n'a oublié cette affaire glaçante et jamais résolue. La disparition mystérieuse de Xavier Dupont de Ligonnès, recherché pour avoir exécuté son épouse, ses 4 enfants. 7 ans après, il y a une alerte prise très au sérieux ce matin. La police a mené une opération dans un monastère dans le Var. On croit l'avoir reconnu. Il est là, peut-être. Et puis comme c'est Roquebrune-sur-Argence, c'est là où il a disparu, donc pourquoi pas, après tout. C'est l'essence même de ces monastères que d'accueillir celui qui le demande, le pécheur, qui veut se repentir, et qu'il n'y a pas de plus haut pardon que celui du Seigneur. Et en particulier dans ces monastères qui n'ont pas reconnu Vatican II et qui ont continué de penser que la justice divine était supérieure à la justice des hommes. À partir de là, il n'y a pas de raison qu'ils n'accueillent pas Xavier parce que c'est Dieu qui va s'occuper de rendre justice et non les hommes. C'est normal qu'il cherche, si quelqu'un a dit quelque chose, mais quel est celui qui a dit qu'il l'avait vu? C'est à la personne qui l'a vu à dire quelque chose. Les moines ne vont pas balancer quelqu'un qui raconterait à quel point il est en perdition, à quel point il a besoin de se retirer de la vie sociale pendant un moment. Donc en fait, ça pouvait effectivement être une protection. Ce réseau religieux, on l'a vu fonctionner dans l'affaire Paul Touvier, hein, qui était donc le chef de la milice de Lyon, qui s'est caché pendant des années, des décennies, allant d'un monastère à l'autre, etc. Donc ça a existé. Une nouvelle fois, il reste introuvable. 2 heures après leur arrivée, les enquêteurs de la police judiciaire repartent sans Xavier Dupont de Ligonnès. La question de la foi, de la religion, est au cœur finalement de cette affaire, parce que c'est un homme qui était véritablement hanté, torturé, taraudé par la question de la foi jusqu'au bout. Quand on sait que plusieurs mois avant les meurtres, il passait son temps sur des sites de discussion catholiques, à parler de Dieu, des anges, de Lucifer, de l'ascendance de Jésus, etc. Et qu'après les meurtres, il a continué à aller sur des sites de discussion catholiques. Donc cette question religieuse est au centre de l'affaire. Il m'a dit un jour, ma mère, je me souviens, ma mère entend des voix. Au début des années 70, elle crée sa propre église, qui s'appelle l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, ça n'a rien à voir avec Philadelphie aux États-Unis. C'est Philadelphie en rapport avec l'Apocalypse de Saint Jean, où il y avait 7 églises, Smyrne, Éphèse, etc. Et il y avait une des églises qui s'appelle Philadelphie, qui était la seule qui échappait au courroux du Seigneur. Et donc Xavier grandit dans ce milieu apocalyptique, c'est-à-dire le monde est gouverné par Satan, l'apocalypse est proche, il faut se repentir, et seuls ceux qui se repentent pourront échapper au courroux de Dieu. Et pour ça, il faut venir dans mon église, parce que les autres sont corrompus. Alors c'est vrai qu'il m'a jamais proposé de faire partie de Philadelphia. Il devait peut-être sentir que j'étais un mauvais élément. Les enquêteurs ont souvent regardé du côté de la mère de Xavier. Ils ont été perquisitionnés au domicile de la mère et de la sœur qui habitent ensemble.
Ils ont retrouvé plusieurs téléphones portables et 13 000 € en liquide. Ils ont trouvé 6 portables, 6 lignes de téléphone, pour qui, pourquoi. Est-ce que dans ces lignes de téléphone, est-ce qu'il y a une ligne qui était réservée à Xavier? Est-ce que Xavier aurait été aidé dans sa fuite? Est-ce qu'il aurait bénéficié de réseaux? Pourquoi pas? Vu que sa mère et sa sœur le pensent complètement innocent, on est en mesure de se demander si elles n'ont pas pu l'aider. Donc c'est pour ça que les enquêteurs se sont beaucoup penchés dessus. Malheureusement, cette piste, aussi intrigante qu'elle est, n'a jusqu'alors pas donné grand-chose. Moi, je pense qu'il avait pris un cargo, mais parce que dans un premier temps, je pense à l'Amérique du Sud, puisqu'il parlait espagnol, qu'il est brun. Puis l'Amérique du Sud, ça lui permettrait plus tard de remonter sur les États-Unis, notamment le Texas. Le rêve américain, c'est le rêve américain de Xavier Dupont de Ligonnès. Il emmène son copain Michel Rétif, parce qu'ils sont tous les deux un peu en rupture, célibataires, ils veulent aller se faire un grand voyage. Donc ils partent tous les deux à la fin des années 80 aux États-Unis, et puis à partir de là, ils sont libres. Donc en fait, ils vont aller visiter 48 États américains sur 3 voyages différents qui durent des mois. Le 12 avril 2011, ma copine découvre dans la boîte aux lettres une nouvelle enveloppe, postée le 9 avril, et contenant les photos souvenirs de nos voyages avec Xavier aux États-Unis. Elles étaient accompagnées d'un message « Souvenir, souvenir ». Et c'est vrai que quand il y a ce petit message de Xavier qui lui dit on se retrouvera là où tu sais ou Dieu sait quoi. Je penserai bien à toi là-bas. Pas le droit de te dire où, mais tu y es passé avec moi, en novembre 90. Un 10 à creuser. LOL. Il faisait pas allusion au paradis blanc. Non, il faisait allusion, je pense, à cet endroit où ils avaient été très heureux, enfin surtout Xavier, qui était ce petit village au Texas qui s'appelle Alpine, où Xavier avait rencontré une Texane qui s'appelait Mindy, qui avait un grand ranch. Et Xavier m'avait envoyé des photos et tout ça, il m'avait dit, tu sais, c'est vraiment l'endroit où j'étais le plus heureux, où je terminerai ma vie. Pendant ce fameux voyage qu'il fait quand il a 18-19 ans avec son meilleur ami, il y a l'affaire John East, à ce moment-là aux États-Unis, qui éclate. C'est l'histoire de cet homme qui est aussi baigné dans un univers très catholique. Il est criblé de dettes et il assassine froidement sa mère qui habite avec lui, sa femme et ses enfants. Et il prend la fuite et il sera retrouvé que 18 ans plus tard. Il a forcément entendu parler de cette histoire. Alors, moi, je ne dis pas qu'il a copié cette histoire. Je dis qu'il ne l'ignorait pas et que donc, il voyait déjà que c'était possible de disparaître très longtemps. Pour un enquêteur, ça doit être vraiment quelque chose à laquelle on pense jusqu'au dernier jour de sa vie, parce qu'il y a énormément de pistes. Dans les lettres à ses amis, dans les mails envoyés à la maîtresse, il dit à la fin « On ne me retrouvera jamais. Même s'il y a des preuves, il ne faudra jamais dire que c'est moi. » Donc ça, c'est quand même quelqu'un qui se croit un esprit supérieur, mais qui, quelque part, a gagné sa course avec la police, à l'heure où on parle, c'est-à-dire 10 ans après. On ne sait pas s'il est vivant et on ne sait pas s'il est mort. On est face à ce doute et on est face à cette incertitude. Le mystère demeure. On va jusqu'au bout se demander quelle est la vérité.